Bonsoir à tous. Je propose de chacun s'installe pour qu'on démarre ce conseil municipal. Merci à tous d'avoir répondu présent dans ce contexte très particulier où on retrouve cette salle des Deux Ruisseaux pour notre conseil. On pensait être passé à une étape où on pouvait aller ailleurs, mais non, on y revient. Donc il y a des procurations. Alors moi j'ai Monsieur Fernandez qui donne procuration à Madame Ourion. J'ai que j'en ai fait, je les ai plus tout à l'heure. Madame Bourgeois qui donne procuration à Madame Lebrun. Et j'en ai une autre. Et Madame Laurent qui donne procuration à Monsieur Laurent Rebuffy. Voilà pour les procurations. Donc je vous propose de démarrer ce conseil, hein, comme je l'avais dit quand on a rendu hommage à Monsieur Paty la semaine dernière. Commencer par une minute de silence et un hommage à rendre à Monsieur Samuel Paty, mais aussi élargir cet hommage aux trois victimes des attentats de Nice. Donc la ville de Chantepie exprime son immense émotion à la suite de l'assassinat de Monsieur Samuel Paty, qui était enseignant d'histoire le 16 octobre dernier. Donc le rôle de l'école publique, ferment de la démocratie, de la liberté d'expression, est de former des citoyens éclairés et libres. Monsieur Paty est mort pour avoir fait son métier, transmettre à ses élèves les valeurs et fondements de notre République, les sensibiliser à la liberté d'expression et au droit à la caricature. Nous avons rendu un hommage en présence des habitants devant la mairie le 21 octobre, mais nous tenons à réaffirmer ici, au conseil municipal, notre soutien à la famille de Monsieur Paty, à ses proches, à ses collègues, ses élèves. Ce soutien va également à l'ensemble du corps enseignant et à tous ceux qui défendent la laïcité et la liberté d'expression. Ce matin, les écoles de la ville se sont associées à cet hommage. Le conseil municipal rend aussi hommage ce soir aux victimes de l'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice, à M. Vincent Loquès, Mme Simone Barreto-Silva et Mme Nadine De Villers, que leurs familles, leurs proches soient assurés de tout notre soutien. Donc, dans ce contexte, il nous faut rester unis, fidèles aux principes démocratiques pour combattre ce fléau qu'est le terrorisme islamiste. Ne céder ni à la peur ni à la colère. Au-delà de l'effroi et de la tristesse, face à de tels actes de barbarie, il ne faut rien lâcher et porter haut les valeurs de notre République, de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Je vous propose d'observer une minute de silence. Je vous remercie. De la même façon, avant d'entamer le déroulé du conseil tel qu'il vous a été adressé, peut-être faire un point sur la situation sanitaire et l'adaptation de notre commune et de la ville à cette situation. Vous le savez, on vit depuis le 30 octobre dernier une situation de nouveau confinement, alors qui n'est pas tout à fait identique à celle qu'on a connue il y a plusieurs mois. Mais bon, cette décision, elle est nécessaire compte tenu de l'évolution de la pandémie. Mais sachez donc que tous les élus et tous les agents sont mobilisés pour faire face à cette nouvelle étape.
Alors notre mairie et l'ensemble des services restent ouverts. Alors aux horaires habituels pour l'accueil en mairie et notamment pour toutes les questions d'état civil. Alors sauf le samedi matin, il y avait un samedi matin par mois où cela devait être ouvert. Voilà, on a revu les choses, mais ça reste ouvert dans la globalité des horaires. Donc pour répondre aux consignes gouvernementales, on a aussi mis en place du télétravail dans les services où cela est possible, que les équipements culturels et sportifs sont fermés, alors sauf l'accès bien évidemment aux salles de sport pour les activités scolaires qui elles sont permises. La médiathèque reste accessible sur le mode du click and collect, en drive, les gens peuvent commander des livres ou d'autres supports et les récupérer sur les horaires habituels avec le système de rendez-vous. Et on maintient le marché, mais uniquement pour les commerces alimentaires. Et puis bien sûr, en veillant aux distanciations, on va voir pour aussi à nouveau élargir le marché. Bien évidemment, la police municipale, les agents du centre technique, eux, restent sur le terrain. Sur un côté plus social, le point accueil emploi reste ouvert aussi pour accompagner les demandeurs d'emploi. Notre CCAS qui est fortement mobilisé pour accompagner nos citoyens les plus vulnérables et isolés reste aussi ouvert avec un système aussi de rendez-vous et puis tout ça dans le respect des gestes barrières et qui a aussi donc des élus, des bénévoles qui s'organisent pour répondre aux besoins des personnes isolées qui sont identifiées, alors en lien avec le CCAS, que ce soit pour rompre leur isolement ou faire du portage de courses ou d'autres petits services. On est en lien constant avec le personnel enseignant pour adapter les écoles primaires aux protocoles sanitaires qui se succèdent. Et c'est pas toujours simple pour permettre d'accueillir tous les élèves dans de bonnes conditions de sécurité. Donc je vous informe qu'en lien avec Rennes Métropole, il y a 2 masques réutilisables qui sont remis à chaque élève du primaire. Donc voilà, dans l'attente, on a remis ce matin dans chaque école pour des enfants qui n'avaient pas de masque, ceux qui restaient de la précédente distribution. Alors je profite aussi de ce moment pour faire état de notre soutien aux acteurs du monde économique de notre ville. Ainsi, de nombreuses entreprises vont poursuivre leurs activités, d'autres vont souffrir. Je pense notamment au commerce de proximité non alimentaire, comme d'autres municipalités, l'Association des maires de France, France Urbaine. Moi je demande au gouvernement de revoir la définition de commerce de première nécessité, alors sans prendre bien évidemment un arrêté qui serait de toute façon illégal, et puis ça doit aussi se faire en concertation avec le gouvernement, dès lors que les conditions de sécurité sanitaire le permettront, tout en préservant la santé des commerçants, de leurs salariés et de leurs clients. Bien sûr, là-dedans, on peut mettre tout ce qui concerne librairie, mais même s'il n'y en a pas, champ de pisse, salon de coiffure ou d'autres commerces non alimentaires. Chacun d'entre nous est impacté par ce nouveau confinement qui restreint nos libertés, que ce soit dans nos vies personnelles, sociales ou professionnelles. Mais nous devons enrayer l'épidémie qui repart de façon exponentielle et qui bien évidemment épuise le personnel soignant et sature parfois les hôpitaux. Donc voilà, j'en appelle à la responsabilité de chacun pour limiter la propagation du virus, sauver des vies et ne pas mettre en difficulté nos hôpitaux. Voilà, je tenais à faire ce petit point en début de conseil municipal. Alors dire également effectivement que qu'on n'a pas délibéré pour que ce conseil se passe à huis clos, ce qu'on aurait pu faire, mais comme de fait les dérogations pour se déplacer n'autorisent pas un déplacement pour participer à un conseil municipal, de fait il n'y a pas de public, mais notre conseil municipal est enregistré et diffusé normalement en direct. Sur ce, donc je vais aussi alors je vais aussi vous informer, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, que j'ai reçu la création d'un groupe politique avec les 25 personnes. Alors je vais vous éviter la liste, qui s'appelle Chante-Pie Demain, avec le représentant de ce groupe politique qui sera monsieur Laurent Rebuffy et qui concerne les 25 personnes qui composaient la liste Chante-Pie Demain. Voilà,
Donc maintenant, donc on va commencer l'ordre du jour. Donc on a retiré deux délibérations. C'est l'approbation du procès-verbal de la dernière séance, celle du 28 septembre. Il y a eu des soucis. Alors voilà, les services sont très occupés et il y a eu des problèmes d'enregistrement de la dernière séance, et donc voilà, c'était compliqué d'avoir un procès verbal exhaustif, mais ça va être fait, on l'approuvera au prochain conseil municipal. On va aussi j'ai aussi retiré la délibération sur Terre et Flamme, la subvention et la convention qu'on devait passer avec Terre et Flamme. Hein, bien évidemment, l'exposition qui devait avoir lieu la semaine dernière dans cette salle et à côté a été annulée suite aux décisions de confinement. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aidera pas Terre et Flamme, qui avait déjà engagé beaucoup de ses dépenses, mais la convention n'avait plus lieu d'être, surtout qu'on la passait juste après l'exposition. Mais je pense qu'il y aura sans doute, on fera le point, Monsieur Monterieux, adjoint à la culture, refera le point avec l'association Doigts d'Argile et les bénévoles de Terre et Flamme pour voir comment on va pouvoir les accompagner, parce qu'on souhaite bien les revoir en 2021. Sachez que pour les aider, ils vont quand même, comme leur catalogue a été édité, celui-ci est en vente, et n'hésitez pas à les solliciter pour l'acheter. Ce sera aussi les aider. Première délibération sur la création des comités consultatifs, sur la mise en place d'un comité consultatif concernant la parentalité et la mise en place d'un comité consultatif concernant l'éclairage public. Je vais passer la parole à Madame Asquette. Bonsoir, merci. Alors, du coup, concernant les comités consultatifs, donc l'article 28 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Chantepie, approuvé lors de la séance du 28 septembre dernier, précise que le conseil municipal peut décider en cours de mandat de la création de comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal. Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d'élus et de personnalités extérieures à l'assemblée communale et particulièrement qualifiés ou directement concernés par le sujet soumis à l'examen du comité. Les comités ne sont pas publics, ils peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant des services publics et équipements de proximité, et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. La durée de vie du comité consultatif ne saurait excéder la durée de vie du projet pour lequel il est créé. Les avis par le comité consultatif ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal. Il est proposé aux membres du conseil municipal de confirmer les modalités d'organisation des comités consultatifs telles que décrites précédemment, ci-dessus, et préciser que pour chaque comité consultatif qui sera créé, une délibération viendra fixer les modalités de fonctionnement et désigner le président du comité consultatif. Déléguer au bureau municipal la désignation des membres non désignés par la délibération spécifique à chaque comité consultatif. Voilà pour la première délibération. Merci. Donc sur cette première délibération sur la création un peu générique des comités consultatifs, et on va voir après la création de 2 comités consultatifs spécifiques. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame Rossignol, Monsieur Caillard, Madame Rossignol. Merci. Je tenais à préciser qu'entre 2008 et 2020, la municipalité avait mis en place plusieurs groupes de travail qui étaient liés à des projets comme la mise en place des rythmes scolaires, le suivi des activités périscolaires, tout le travail mené pour le futur équipement scolaire et bien d'autres comme le plan éducatif de territoire.
Ce qu'on veut démontrer par cette liste, c'est que les comités consultatifs tels que vous les décrivez aujourd'hui existaient déjà lors des précédents mandats, mais bien sûr sous un autre nom. Bien évidemment, nous voterons favorablement à ce projet puisqu'il correspond et convient à notre mode de fonctionnement. Merci Madame Rossignol. Monsieur Caillard. Merci Monsieur le maire. Moi je voudrais souligner justement le caractère important de cette décision et même novateur qui consiste justement à permettre à n'importe quel citoyen ou citoyenne de la commune de s'exprimer sur un sujet qui l'intéresse dans le cadre de ces créations, de ces comités consultatifs où sa voix sera écoutée et entendue. S'ouvre ici un des premiers volets de notre projet de démocratie participative. Chers collègues, ce ne sont pas à des représentants de citoyens élus ou désignés que nous donnons la parole, mais aux citoyens eux-mêmes qui pourront s'exprimer directement. Par cette décision, nous posons les fondations d'une démocratie directe. En ces jours douloureux où la liberté d'expression est malmenée, permettez-moi de faire un lien avec la lettre de Jean Jaurès qui a été lue ce matin dans les écoles et d'en citer quelques lignes qui font justement écho à notre propos ce soir. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Ils seront citoyens et doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confère et quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Merci. Merci Monsieur Caillard. Merci aussi Madame Rossignol, effectivement, de dire que vous allez voter pour ces comités consultatifs. Bien évidemment, il y a eu aussi par le passé de la consultation, et pour avoir fait partie de certaines, notamment même sur l'éclairage public en son temps, à laquelle j'ai fait partie. Donc sur cette délibération, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Donc qui s'abstient, qui vote contre. Donc cette délibération sur la création des comités consultatifs est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. On va passer dans le détail de la création du premier comité consultatif. Madame Asquette. Alors, donc pour le premier comité consultatif qui concerne la parentalité. Donc en introduction, on notera que les actions de parentalité existent depuis 2017 et se sont familiarisées en 2018 avec une plaquette trimestrielle annonçant les différents événements à destination des familles cantopiennes. Le public visé par ces programmations sont les parents et les enfants de 0 à 18 ans. La programmation est jusqu'ici construite par la référente parentalité, Madame Prével en l'occurrence, avec le soutien et la validation de l'élu référente. Les propositions viennent des besoins constatés auprès des familles participantes, des professionnels démarchant la collectivité, des recherches effectuées par la référente parentalité. Constatant l'importance de diversifier les programmations et d'impliquer plus largement de manière bénévole les acteurs éducatifs et les cantopiens, il a été décidé de mettre en place un comité consultatif de parentalité dans cette démarche de concertation, avec pour principaux objectifs de co-construire les actions de parentalité, favoriser la mixité sociale sur ces actions, faciliter l'accès à l'information, à la culture et au soutien éducatif. Il est précisé que le comité consultatif sera composé de la référente parentalité, de l'élu en charge de la petite enfance, enfance et jeunesse, de représentants de parents d'enfants de 0 à 18 ans, avec une attention particulière portée sur la représentativité, notamment en termes d'âge des enfants, des parents et des modes de garde utilisés. Le nombre de parents a été indiqué à 10.
Des représentants des acteurs éducatifs de la commune en fonction des thèmes abordés. Donc les acteurs parmi lesquels il pourrait y avoir la crèche, les assistantes maternelles, les directrices ou enseignants d'école, les équipes extrascolaires, de médiathèques, de services culturels, etc. Le nombre de 5 représentants a été positionné. Et au besoin, sur des sujets particuliers, en ressources, la possibilité d'inviter des associations cantopiennes ou départementales en lien avec l'enfance jeunesse ou encore le handicap. Voilà. La démarche du recueil des candidatures pourrait se faire auprès des professionnels en mettant en place un sondage permettant aux acteurs éducatifs de se positionner sur 1, 2 ou 3 programmations et en communiquant auprès des familles cantopiennes par les moyens de communication que nous avons. La Chanterelle, les sites internet et Facebook, les affiches, etc. Le bureau municipal se prononcera donc ensuite sur les candidatures retenues. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la création de ce comité consultatif parentalité et de désigner comme élu en charge de ce comité consultatif, présidente de ce comité, Madame Stéphanie Gourin. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame Rossignol. Oui, alors donc nous nous réjouissons donc de voir la constitution d'un comité consultatif parentalité, d'autant plus que cette évolution avait déjà été envisagée avec la référente parentalité sous l'ancien mandat. Comme vous l'avez compris par la précédente information, nous ne l'aurions pas nommé ainsi. Mais le comité consultatif nous a été présenté lors de la dernière commission démocratie participative et a été amené à de nombreuses réflexions sur la Constitution. Madame Bourgeois, vous avez fait remarquer lors de cette commission qu'aucun membre élu minoritaire de la commission traitant des sujets de la parentalité ne soit présent dans le comité. D'ailleurs, dans le comité consultatif qui sera abordé donc après ce comité-là sur les éclairages, on s'aperçoit qu'il y a un élu de la majorité comme des élus de la minorité. Donc pour cette raison, si aucune adaptation ne pourrait être apportée, nous nous abstiendrons dans le vote, bien que favorable au thème. Très bien, je vous remercie. Alors je ne sais pas si Madame Gourin, qui sera peut-être désignée comme présidente de ce comité, peut répondre sur le sujet. Alors, en effet, ce point a été abordé lors de la commission jeunesse. Et lors de la commission jeunesse, ce point de la représentativité des membres de la commission n'avait pas été soulevé. L'idée, c'était vraiment que Madame Prével soit référente parentalité. Et comme vous le comprenez, nous souhaitions donner la part belle aux représentants de parents d'enfants, qui seront donc 10, et aux acteurs éducatifs de la commune, qui seront 5. Ce qui est prévu par ailleurs, c'est que les propositions du comité consultatif soient remontées en commission. On va rajouter quelque chose concernant la commission, lors de la commission démocratie participative qui a lieu et pour lequel nous avons effectivement échangé de façon très intelligente et cordiale sur la constitution de ce comité consultatif. Effectivement, Madame Bourgeois nous avait fait part du fait que, à l'inverse de l'autre comité, n'apparaissait pas la présence d'élus, quels qu'ils soient d'ailleurs, enfin à part la présidente, mais sans en être défavorable pour autant. J'avais pas compris ça comme ça en tout cas. Et ça reprend le propos de Madame Gourin qui met en avant le fait que l'intérêt propre, c'est vraiment la représentativité des acteurs liés à l'enfance. Effectivement, nos comités consultatifs, ils peuvent avoir des formats différents. Effectivement, on va bien voir sur l'autre où il y a beaucoup plus d'élus sur le sujet. Là, c'est le choix qui
qui a été fait, hein, d'avoir une seule élue comme présidente de cette commission, puis une commission qui est déjà où il y a beaucoup de représentants, hein, donc voilà, je ne sais pas si ça suscite une autre réaction, mais on va rester sur cette délibération en l'état, hein, en sachant quand même que juste information sur les actions de parentalité qui se poursuivent, mais en ce moment elles se poursuivent sur un mode très dégradé, bien évidemment à cause des conditions sanitaires, hein, et je sais que les prochaines sont plutôt se passent de manière dématérialisée. Monsieur Leblond. Je crois même que j'en ai... Si, c'est bon, la batterie fonctionne. Oui, donc c'est plus une explication de vote, hein, tenant compte du fait que, suite aux remarques qui ont été formulées par Madame Bourgeois, en effet de manière un peu plus générale, mais l'idée c'était bien que les élus représentatifs du Conseil puissent participer à ce comité consultatif et de manière plus générale à l'ensemble des comités, ce qui n'enlève rien à l'importance des membres que vous avez choisis pour y siéger, mais très clairement, tenant compte de la manière dont nous avions constitué précédemment, notamment le groupe de travail sur les rythmes scolaires, nous ne pouvons pas voter favorablement si vous ne laissez pas un élu de la minorité participer à ce comité consultatif. Très bien, merci, effectivement. Voilà. Je comprends que vous êtes d'accord sur le fond, enfin mais pas sur la forme de ce comité. Très bien, je propose de passer au vote. Donc, on se prononce sur la création du comité consultatif, et puis on désigne Madame Gourin comme présidente de ce comité. Donc, qui s'abstient? D'accord. Et qui vote pour? Qui vote contre? Très bien, je vous remercie. On passe à la mise en place du comité consultatif concernant l'éclairage public. Alors, comité consultatif concernant l'éclairage public. Afin de recueillir l'avis d'acteurs différents sur le fonctionnement de l'éclairage public à Champy, il est proposé de mettre en place un comité consultatif qui sera composé de 5 membres de la commission mobilité, voirie, cadre de vie, voilà, dont 4 membres de la majorité et 1 membre de la minorité, 10 membres extérieurs sélectionnés suite à un appel à candidature, et la sélection se fera en tenant compte de critères de représentativité, l'âge, le sexe, la localisation dans la commune, bien sûr, le mode de déplacement, etc. Ainsi que des techniciens de Rennes Métropole en appui. Le bureau municipal se prononcera ensuite sur les candidatures retenues. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur la création du comité consultatif concernant l'éclairage public et de désigner Monsieur Gauthier Deruette comme président de ce comité. Merci. Y a-t-il des interventions sur la création de ce comité consultatif? Monsieur David. Ça fonctionne comme ça? Ouais, c'est bon, merci. Bonsoir et merci de me donner la parole. Oui, je voudrais en fait profiter de cette délibération pour rebondir sur l'intervention de mon collègue Michel Caillard. Et effectivement, il est intéressant de donner la parole aux citoyens et d'avoir effectivement un écho de leurs sentiments sur différentes actions qui sont conduites dans le cadre du projet municipal. Maintenant, il ne faut pas que cette expression soit simplement le reflet d'intérêts personnels. Et je pense qu'il est aussi très important que ces citoyens qui s'expriment soient aussi soucieux de l'intérêt général. Et je pense que dans la constitution des comités consultatifs, je pense qu'il y aura, enfin je souhaite en tout cas qu'il y ait une attention particulière au choix de ces citoyens et aux objectifs poursuivis. Et ce qui m'amène en fait à l'objet de mon intervention pour cette délibération, moi je ne vois pas les objectifs en fait qui sont poursuivis dans le cadre de ce comité. Je pense qu'il aurait été intéressant de les préciser dans la délibération. Parce que ça permet de donner du sens à ces comités. Un comité sans objectif, c'est un comité bidule qui finalement peut conduire à rien si on ne sait pas finalement pourquoi on le constitue. Voilà. Donc moi j'aurais souhaité que la délibération intègre aussi une description plus claire des objectifs poursuivis. Merci. D'accord, je vais peut-être laisser la parole peut-être
à monsieur Deruet, et si ça n'a pas été suffisamment exprimé en commission, que ce soit que la prochaine commission sur le retravaille ses objectifs sur le sujet. Mais peut-être monsieur Deruet a des précisions à apporter. Alors effectivement, le but c'était de parler du fonctionnement de l'éclairage public, et si un des objectifs c'est de réduire l'éclairage aux endroits où il n'est pas nécessaire, ça ne veut pas dire forcément qu'il est à réduire partout. Il y a peut-être des endroits, des périodes où il sera nécessaire de l'augmenter. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas donné d'objectif dans ce sens-là, si c'était le sens de votre question. Voilà, l'objectif c'est uniquement de prendre l'avis des Campiens sur leur désir d'éclairage public dans leur commune. Et de l'adapter en fonction. Et bien évidemment, hein, c'est la question fondamentale, c'est est-ce qu'on est trop éclairé, trop peu éclairé à chaque endroit de la commune. On sait que ça suscite souvent des débats, hein, cet éclairage. Et moi, je suis complètement d'accord avec vous sur la représentativité. Effectivement, il ne faut pas que ce soit juste un comité avec des gens qui ont vraiment une idée très arrêtée, hein, et qui fonctionne un peu comme un lobby pour prendre les décisions à notre place, hein, en sachant que ce qui se décide en comité consultatif, hein, ne vaut pas décision, et c'est bien ici que se prennent les décisions concernant ce sujet ou tous les autres sujets qui seront évoqués dans chacun de ces comités consultatifs. Pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est opposé à cette délibération? Qui s'abstient? Donc voilà, c'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Mais il y aura un retour régulier aussi en commission du travail de ce comité consultatif. On passe à un sujet autour des finances avec concernant le budget principal et puis la deuxième décision modificative pour cette année. Je vais laisser Madame Mourion présenter. Ah, ça y est, voilà. Bonsoir. Je vous remercie. Donc, la décision modificative numéro 2. Donc, les prévisions inscrites au budget primitif peuvent être modifiées en cours d'exercice par l'Assemblée délibérante, et cela se traduit donc par une décision modificative. Autrement dit, des ajustements pour permettre une évaluation honnête des postes du budget. Cette deuxième décision modificative présente essentiellement des ajustements liés à la crise sanitaire actuelle. Donc, au niveau des investissements, il est à noter principalement des ajustements relatifs aux travaux de bâtiments qui ne seront pas réalisés d'ici la fin de l'année. Non pas qu'ils aient été annulés, mais qu'ils ont été décalés dans le temps pour des questions de crise sanitaire et de non-disponibilité éventuellement des fournisseurs. Donc ces ajustements s'élèvent à 27 044 € pour les travaux de bâtiment. Concernant les recettes en investissement, des recettes supplémentaires de 20 849 € au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux ont été enregistrées et consignées dans cette décision modificative. Ça concerne le poste de rénovation thermique des écoles, pour lequel nous avons donc reçu une subvention. Et un autre excédent de 3 695 € correspondant à la reprise des résultats de clôture du syndicat intercommunal de la ZI Sud-Est qui a été clôturé. Au niveau du fonctionnement, à noter principalement, ce sont des dépenses plus ou moins liées à la période de confinement. Des dépenses d'achat de masques, de gel, des frais de nettoyage des locaux résultant de la crise sanitaire. Également en lien avec cette crise sanitaire, des dépenses supplémentaires de ressources humaines liées au remplacement des agents malades. Et enfin, un dernier point sur le projet d'administration qui a été décidé par la nouvelle équipe.
Au niveau des opérations d'ordre, l'État, en fait, a mis à la disposition des collectivités des mesures pour gérer financièrement au mieux la crise sanitaire. L'une de ces mesures phares que nous allons aborder dans une prochaine délibération, la 104, permet aux collectivités ou donne la possibilité aux collectivités d'étaler sur 5 ans les charges exceptionnelles liées à la crise sanitaire. En débutant le compte 4815, charges liées à la crise sanitaire Covid-19, par le crédit d'un compte 791, transfert de charges d'exploitation, pour le montant total charges à étaler en année N. En débutant le compte 6812, dotation aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir, par le crédit du compte 4815, charges liées à la crise sanitaire Covid-19, pour le montant de la quote-part annuelle, reprise en compte de résultats pour les années N+1 à N+5. Donc, en résumé, on a un montant de dépenses liées au Covid et tracé dans le budget qui s'élève à 108 000 €. Et ces 108 000 €, en fait, plutôt que de les mettre dans les comptes cette année, on va en fait les diviser par 5 et on va les répartir et les attribuer comme un amortissement en fait à partir de 2021. Donc, des incertitudes persistent sur les montants des remboursements des congés maladie ou sur la recette des taxes additionnelles des droits de mutation. Donc, ces sommes, bien qu'on s'attende à les percevoir, n'ont pas été incluses dans la décision modificative numéro 2. Elles pourront faire fluctuer le montant des recettes de fonctionnement d'ici à décembre 2020. Donc, l'avis du conseil municipal est sollicité sur ces propositions d'inscription budgétaire. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette décision modificative? Monsieur David. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, donc, à la lecture de cette décision modificative, on a constaté une dépense supplémentaire sur le projet d'administration. Alors, à la lecture de la commission, du compte-rendu de la commission ad hoc, en fait, il semblerait qu'un comité de pilotage soit déjà en place avec une feuille de route spécifique. Et il semblerait aussi que l'engagement de la dépense est déjà acté auprès du CDG, puisqu'un premier atelier se serait tenu. Donc, s'agissant pourtant d'une nouvelle dépense, et qui plus est implique la relation entre les services et la municipalité, nous pensons qu'il aurait été souhaitable d'informer le conseil municipal de la nature de cette mission et bien évidemment des objectifs poursuivis, préalablement à cet engagement, voire d'en faire une délibération à part entière pour, on va dire, pour sa transparence, en tout cas par souci de transparence vis-à-vis de ses objectifs. Et enfin, nous souhaiterions savoir si cette démarche a fait l'objet d'une information auprès des représentants du personnel, dès lors qu'il peut en résulter une incidence sur l'organisation des services. Merci pour cette intervention. Donc, en toute transparence, effectivement, ce travail autour du projet d'administration a été lancé il y a maintenant... c'est courant septembre. Il est en cours, alors voilà, avec toutes les limites pour rencontrer les gens et pour faire ce travail-là en étant accompagné dans les conditions actuelles. Oui, le personnel a bien été, et les représentants du personnel ont été associés, informés, et puis c'est un travail en lien avec les agents, avec des ateliers qui réunissent les agents. Il y a eu une information qui a été faite auprès de tous les agents sur le sujet. Hein, on est sur ce projet d'administration. Hein, donc on est en début de mandat. Nous sommes arrivés avec un projet qu'on a défendu devant les Cantepiens qui nous ont élus pour mettre en place ce projet. Et ce projet d'administration, c'est comment on adapte notre projet politique sur la durée du mandat en lien avec l'organisation des services. Donc voilà, c'est un travail qui va se tenir qui commence en septembre et puis alors qu'il devait être jusqu'en décembre, avec les conditions sanitaires font que ça a peut-être un peu décalé, mais nous c'était un projet extrêmement important pour qu'on donne de la visibilité
aussi au service sur notre projet de mandat, qu'on le mette, qu'on y mette un calendrier. Donc voilà, donc on n'a pas jugé utile d'en faire une délibération à part entière. Voilà, c'était pas pour nous, c'était pas un sujet, mais pas de souci pour voilà informer de ce travail qui est en cours et qui quand on sollicite sur des ateliers de travail les agents rencontrent un succès important. Oui, c'était la seule question, hein. Ouais. Pardon, sur cette décision modificative du budget principal, qui vote contre, qui s'abstient. Donc il est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Madame Ourion va nous informer de la sortie des biens de l'inventaire comptable. Donc, concernant la mise à jour de l'inventaire, donc c'est une opération annuelle totalement classique. Donc, l'opération de mise à la réforme d'un bien consiste à la sortie de l'actif pour sa valeur nette comptable en cas de démolition, de destruction, de mise hors service d'une immobilisation résultant d'un acte volontaire ou d'un événement indépendant de la volonté de la collectivité, en cas de vol, incendie. Donc, l'ordonnateur n'a pas de crédit à prévoir au budget, ni de titre et de mandat à émettre pour le passage de ces opérations. En revanche, l'inventaire doit être mis à jour. Annexe, c'est une obligation comptable que même les entreprises privées ont. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur cette sortie des biens de l'inventaire comptable. Merci. Y a-t-il des interventions sur cette sortie des biens de l'inventaire? Sinon on va passer au vote. Donc qui se prononce contre cette sortie des biens de l'inventaire comptable? Qui s'abstient? Donc cela, unanimité, je vous remercie. Madame Ourion, toujours sur l'étalement des charges liées à la crise sanitaire du Covid, dont vous avez déjà dont vous avez évoqué un peu le sujet là, dans la précédente délibération. Oui, en effet, cette modalité en fait fait partie de la décision modificative. Donc, la circulaire ministérielle en date du 24 août 2020 précise les mesures d'adaptation du cadre budgétaire et comptable des collectivités territoriales concernant le traitement des dépenses liées à la crise sanitaire Covid-19. Donc, dans notre cas, il s'agit de 108 000 €. Ces dernières affectent les budgets et comptes des collectivités territoriales et de leur établissement public, notamment par leurs effets sur les équilibres budgétaires et sur la capacité d'autofinancement, ainsi que sur la comparabilité des comptes par rapport aux exercices précédents. Donc des solutions ont été trouvées pour répondre à ce double objectif de préservation des équilibres budgétaires et de traçabilité des dépenses mobilisées dans le cadre de cette crise sanitaire. Il s'agit dès lors d'adapter le cadre budgétaire et comptable afin d'offrir des solutions de nature à répondre à des enjeux budgétaires. Assouplissement de la procédure d'étalement des charges avec la création d'un compte dédié afin de suivre les dépenses de fonctionnement ayant donné lieu à un étalement sur plusieurs exercices et création d'une annexe budgétaire permettant de retracer les dépenses liées à la crise. Donc les dépenses éligibles dans le cadre de la crise sanitaire que la ville de Chantepie pourrait choisir d'étaler dans le temps sont les suivantes. Les dépenses directement liées à la gestion de la crise sanitaire. Nettoyage des bâtiments, des véhicules, frais liés au matériel de protection du personnel, masques, gel, etc. Les surcoûts induits par les contrats de la commande publique, correspondant à des modifications économiques des contrats liés à la période de l'état sanitaire, l'état d'urgence sanitaire. Donc l'opération comptable consiste à transférer le montant des charges en compte d'investissement 4815, charges liées à la crise sanitaire Covid, donc 108 pour le crédité du compte 791, transfert de charges d'exploitation, pour le montant total des charges à payer, puis à amortir chaque année une part de la charge au compte 6812, dotation aux amortissements des charges de fonctionnement à répartir dans la limite de 5 ans. La commune de Chantepie aujourd'hui a souhaité
prendre cette initiative, en tout cas cette opportunité que proposait l'État pour vraiment garantir l'équilibre budgétaire et permettre la traçabilité des dépenses, d'autant plus que nous ne sommes toujours pas sortis de la crise et des dépenses associées à cette crise sanitaire. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser l'étalement sur 5 ans des charges liées à la crise sanitaire du Covid-19, décrites ci-dessus. Merci Mme Aurion. Il y a des interventions sur cette délibération. Monsieur David? Oui, juste une remarque de format sur le montant que vous avez pris en compte. En fait, vous avez pris le montant brut, 108 000 €, des dépenses cumulées en fait qui sont fléchées Covid, mais bon, je pense que vous auriez pu aussi par souci d'équilibre budgétaire déduire de ces montants bruts les recettes que vous avez, puisqu'il y a aujourd'hui 25 000 € de subventions qui sont annoncées, normalement plus, puisqu'a priori on était en droit d'avoir la moitié du financement des masques pris en charge par Rennes Métropole. Donc je pense que quand vous faites référence en fait au maintien des dotations budgétaires qui avaient été prévues dans le cadre de l'exercice budgétaire 2020, bon, je pense qu'il aurait été quand même plus raisonnable de prendre ce montant net et non pas le montant brut pour l'amortissement sur les 5 ans que vous évoquiez. En fait, pour le moment, la seule recette garantie sur les masques s'élève à 16 000 €. Les 9 000 € qu'on attend de Rennes Métropole, en fait, sont une estimation. Le calcul est toujours en cours, ce qui fait qu'actuellement, les recettes liées au Covid ne sont pas des recettes fixes, raison pour laquelle, en fait, nous n'avons pas forcément souhaité tout inclure. Aujourd'hui, les 50% promis par l'État sont liés à la commande de masques dans le sens où les 50% sont liés dans la mesure où la commune a commandé un masque par habitant. Tout surplus, en fait, au-delà des un masque par habitant, est à la charge 100% de la commune. Donc en fait, actuellement, nous sommes toujours en attente du montant définitif des recettes liées à la subvention de masques, mais clairement, ça n'atteindra pas 50%. Très bien, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Donc qui est favorable, donc d'autoriser l'étalement sur 5 ans des charges liées à la crise sanitaire du Covid telles qu'elles sont décrites. Donc qui s'oppose à cet étalement de charges, qui s'abstient. Donc on est à l'unanimité, je vous remercie. À l'instar de beaucoup de communes, hein, on a donc pour la période vraiment liée au confinement, on a décidé de proposer la mise en place d'une prime exceptionnelle pour les agents qui ont travaillé et qui ont eu un surcoût de travail pendant la période de confinement concernant la crise sanitaire. Donc je laisse Madame Aurion aussi nous présenter cette délibération. Donc l'État a offert la possibilité aux collectivités territoriales de verser une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Aujourd'hui, la ville de Chantepie a décidé de se saisir de ce dispositif facultatif pour apporter une reconnaissance financière aux agents concernés. Je vous laisse prendre connaissance des lois. Donc différentes lois ont permis en fait de fixer un cadre en fait à ce versement. Il convient tout d'abord de rappeler que durant la période de confinement, la collectivité a maintenu l'intégralité des rémunérations des agents titulaires et contractuels. Dans un esprit de responsabilité et de solidarité, elle a également maintenu et prolongé tous les contrats pendant la période de confinement également. La ville de Chantepie a retenu différents critères présentés dans le document ci annexé pour l'attribution de cette prime exceptionnelle et facultative. Ils ont fait l'objet d'une présentation lors du comité technique du 15 octobre 2020. Donc cette prime s'adressera aux agents qui ont assuré leur poste en présentiel pendant la période de confinement du 18 mars au 10 mai et aux agents qui ont eu en présentiel ou en travail à distance lors de cette crise un surcroît d'activité et une prise de responsabilité.
Donc les montants retenus sont les suivants. Donc il y a 2 critères. Le premier critère, donc présence physique avec contact du public et ou dans le cadre de son environnement professionnel. La prime attribuée s'élève à 15 € par journée de 7 heures prestées, avec un plafond fixé à 250 €. Deuxième critère, la suractivité, gestion de la crise en présentiel ou travail à distance. Il y a 2 niveaux en fonction de l'implication de l'agent. Un premier niveau 500 €, deuxième niveau 250 en fonction du temps passé. Ces 2 critères ne sont pas cumulables. Et compte tenu de l'intemporalité du moment et de la gestion de la crise, les forfaits ne sont pas proratisés par rapport au temps de travail. Donc, le montant peut être individualisé et peut varier suivant l'implication, le temps consacré et l'importance de la mission. Au total, 84 agents sur 146 sont concernés par cette prime aujourd'hui, pour un montant global de 14 000 € maximum. Donc, le conseil municipal est invité à verser la prime exceptionnelle de 2020 suivant les modalités susvisées et inscrire au budget de fonctionnement une somme correspondante. Merci. Et bien évidemment, cette prime n'engage pas la commune pour d'autres périodes de confinement total. C'est vraiment parce que c'était la première et que les services ont été durement impactés par cette crise. Je ne sais pas si ça suscite des interventions. Monsieur David. Bon, rassurez-vous, je ne souhaite pas monopoliser la parole minoritaire. Je voulais, et d'ailleurs mon propos sera dans l'intérêt des agents. Suite à l'apparition du décret de mai 2020, la municipalité de l'époque avait évoqué d'ailleurs en son temps avec la Direction Générale des Services et le service RH la mise en place d'une telle prime, et en particulier pour tous les agents qui ont été fortement mobilisés à l'époque pendant le confinement. Et je ferai juste référence à l'un de ces engagements lors de la distribution des masques, un engagement qui avait été souligné par monsieur le maire de l'époque, Grégoire Leblond. Donc bien évidemment, nous nous félicitons que la mise en place de cette prime ait abouti, et nous renouvelons nos remerciements appuyés à tous les agents qui ont su se mobiliser pendant cette période, dans le cadre d'une organisation qui a été fortement affectée par le contexte sanitaire. Bien évidemment, donc, nous soutenons cette initiative et comme vous l'avez rappelé d'ailleurs en début de conseil, monsieur le maire, nous espérons qu'ils puissent retrouver un peu de sérénité dans leur quotidien professionnel avec le nouveau contexte de confinement. Merci. Je vous remercie, monsieur David. Effectivement, vos propos, je pense, leur seront rapportés parce que oui, il y a eu cette période de confinement, mais la période actuelle est aussi très très compliquée pour eux. On l'a encore vu ce week-end. Nous passons au vote. Donc, qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. On passe au droit à la formation des élus. Donc c'est une délibération qui nous est présentée par Madame Asquette. Merci. Donc le droit à la formation des élus. Conformément à l'article L 2123-12 du Code général des collectivités territoriales, les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Le Conseil délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et crédits ouverts à ce titre. Le Code général des collectivités territoriales reconnaît aux élus communaux le droit à une formation adaptée à leurs fonctions. La formation des élus locaux apparaît ainsi portée d'abord sur l'acquisition des connaissances et des compétences liées à l'exercice du mandat d'élu local. Les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation d'une durée de 18 jours pour la durée du mandat. Les frais de formation sont une dépense obligatoire de la collectivité. Le montant prévisionnel ne peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la collectivité. Majoration comprise.
Le montant réel des dépenses ne peut toutefois excéder 20% des indemnités. Les crédits ouverts non consommés sont reportés sur l'exercice budgétaire suivant. La prise en charge par la commune des dépenses consécutives à la formation est subordonnée à l'agrément, par le ministère de l'Intérieur, de l'organisme qui dispense la formation et par la disponibilité des crédits nécessaires au financement de l'opération. Pour mémoire, il est rappelé que le montant des crédits ouverts pour l'exercice du droit à la formation des élus s'établit à 4 000 € pour l'année 2020. En outre, et indépendamment de la collectivité, depuis la loi du 31 mars 2015, tous les élus bénéficient d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures par année. Et il est financé par une cotisation obligatoire sur leurs indemnités de fonction, dont le taux est fixé à 1%. Ces heures acquises sont mobilisables via la Caisse des dépôts et consignations, qui en a la gestion administrative, technique et financière. Les formations éligibles au titre du DIF, donc droit individuel à la formation, sont celles relatives à l'exercice du mandat, mais également lorsqu'elles s'inscrivent dans le champ de la réinsertion professionnelle mentionné à l'article L. 6323-6 du Code du travail. Dans tous les cas, les formations doivent être délivrées par un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur. Le conseil municipal est invité à fixer, qui suit les orientations propres aux formations des élus suivantes, les fondamentaux de l'action publique locale, les formations en lien avec les délégations et ou l'appartenance aux différentes commissions durant la première année d'exercice, les formations favorisant l'efficacité personnelle, prise de parole en public, expression face aux médias, informatique, bureautique, gestion des conflits, etc. Il est invité à dire que le montant des crédits ouverts pour l'exercice du droit de formation des élus municipaux s'établit à 4 000 € pour l'année 2020 et sont fixés pour les années suivantes, pour les années suivantes, à 6 700 €. Et à préciser que la dépense en résultant sera prélevée au chapitre 65 du budget de la commune. Il est invité également à dire qu'un tableau récapitulatif des actions de formation financées par la commune, annexé au compte administratif, et que les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts à ce titre seront imputées au budget de la ville. Merci. Y a-t-il des interventions? Très bien, nous allons passer au vote. Donc, qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Donc, chacun d'entre nous va pouvoir continuer à se former. Je vous remercie. La délibération suivante donc devait être présentée par Madame Laurent, mais qui est excusée. Donc je vais la présenter. Donc c'est concernant la carte sortir, c'est un avenant entre la commune et puis la PRAS qui gère ce dispositif de carte sortir. Donc le dispositif sortir auquel la commune adhère depuis le 1er juillet 2012, elle permet aux Cantepiens d'avoir accès à un nombre plus important d'activités et de bénéficier de tarifs adaptés. Donc le dispositif il est mis en place par notre centre communal d'action sociale et il est financé à hauteur de 80% par la commune et 20% par Rennes Métropole. Donc il a été prolongé en juin 2019 d'une année via une convention tripartite entre la commune, la PRAS et puis Rennes Métropole. Donc depuis le 1er juillet 2019, donc il y a eu la migration de la carte sortir vers la carte Corrigo Service qui a été rendue possible pour en simplifier l'utilisation. Ça fait une seule carte. Et les utilisateurs et les services instructeurs en ont depuis maîtrisé les usages. Donc le bilan 2019 de la PRAS fait apparaître une légère baisse des utilisateurs. Donc il y avait 764 utilisateurs Cantepiens en 2018 à 713 et du nombre d'inscrits qui évolue lui qui passe de 941 à 835. Aussi le réalisé 2019 est aussi réactualisé de 22 350,36 € contre 22 644,80 € en 2018. Donc le montant de la participation municipale prévisionnelle pour cette année 2020 est de 21 000 €.
à charge de la commune et de 5 250 € pour Rennes Métropole qui correspond aux 20%. Donc là, il vous est demandé de reconduire l'avenant pour l'année 2020 pour un montant de participation au dispositif Sortir entre la commune et Rennes Métropole qui a été précisé ci-dessus et de m'autoriser à le signer ainsi que tout autre document s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des interventions sur le sujet de la carte Sortir? Oui, Madame Lebrun. C'est bon là? Bon. Donc merci beaucoup de ce micro. Donc ce dispositif est sûr, c'est un dispositif très apprécié donc des Cantepiens. Et chaque année, nous accordons donc de nombreuses aides donc pour ces Cantepiens. Difficile de s'en réjouir totalement. Donc cependant, c'est une aide précieuse et nous sommes très contents de voir qu'il se poursuivra. Merci pour les Cantepiens. Nous voterons bien sûr favorablement à cette délibération. Merci beaucoup. Effectivement, on aura aussi besoin dans les mois et les années à venir, à la sortie de cette crise, aussi qu'un maximum de Cantepiens puissent bénéficier d'activités culturelles en les accompagnant financièrement, et cette carte Sortir y participe grandement. Donc, concernant cette délibération, qui vote contre, qui s'abstient? Donc, je vous remercie pour votre unanimité. Pardon. Merci. Donc au sujet du renouvellement du contrat enfance-jeunesse, la commune de Chantepie contractualise avec la CAF 35 depuis 1992 sous la forme d'un contrat enfance et depuis 2000 d'un contrat temps libre qui ont fusionné en 2006 en un contrat enfance-jeunesse CEJ. Ce contrat doit être renouvelé pour la 4e fois et pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, avec une rétroactivité au 1er janvier 2019. Le CEJ concerne les services municipaux, à savoir le centre de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans, Planète Jeune pour les 12 à 14 ans, Anime Plus pour les 15 à 17, les services périscolaires et inclut également les formations BAFA et BAFD, ainsi que le poste de coordination du service éducation-animation. La participation prévisionnelle de la CAF 35 à la commune est de 78 408,40 € en 2019 et de 78 408,40 € en 2020 et le même montant en 2021 et 2022. Le CEJ concerne également les activités gérées par des tiers pour le compte de la commune, à savoir la crèche multi-accueil Les Frimousses, qui accueille des enfants de moins de 4 ans. Cette participation s'élève à 142 857,30 € en 2019, 140 659,63 € en 2020, 137 912,40 € en 2021 et 135 165,16 € en 2022. Ainsi, si vous avez fait les totaux, la participation financière totale de la CAF 35 sur la durée du contrat est donc de 221 265,70 € en 2019, 219 068,03 € en 2020, 216 320,80 € en 2021 et 213 573,56 € en 2022. Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte de ce 4e renouvellement du contrat enfance-jeunesse et d'autoriser Monsieur le maire à le signer, ainsi que tout autre document s'y rapportant. Merci. Merci Madame Gourin. Là, y a-t-il des interventions sur le renouvellement de contrat? Madame Rossignol. Donc nous nous réjouissons de voir que ce contrat en accord avec la CAF soit poursuivi, comme lors des précédents mandats. Il représente une aide financière importante et facilite ainsi l'accueil des enfants dans de bonnes conditions. Par conséquent, et bien évidemment, nous voterons favorablement.
vous remercie. Effectivement, hein, les montants ne sont pas neutres en direction des actions pour la jeunesse, notamment l'intervention financière de la CAF. Donc, concernant cette délibération, donc, qui vote contre, qui s'abstient? Donc, c'est l'unanimité. Je vous remercie. On passe, donc Madame Gourin va conserver la parole pour nous parler de l'accueil périscolaire et extrascolaire et de l'adoption d'un nouveau règlement intérieur. En effet, afin de se conformer à la réglementation jeunesse et sport, il convenait de rédiger un règlement intérieur des accueils périscolaires municipaux qui sont agréés accueil collectif de mineurs depuis la rentrée 2019-2020. Il a été rédigé un document unique qui couvre à la fois les temps périscolaires et également les temps extrascolaires pour les 3 à 11 ans. Ce règlement que vous avez eu en pièce jointe devra nécessairement évoluer en janvier prochain en fonction des évolutions de l'espace habitant et également des accueils de loisirs. Cette délibération permettra donc cette évolution dès que les précisions seront connues, sans introduire de modifications majeures au fonctionnement. Il est donc demandé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur si annexé. Merci. Et de m'autoriser à le signer ainsi que tout autre document si rapportant. Y a-t-il des interventions sur cette adoption du règlement intérieur? Non, donc je vous propose de passer au vote. Donc qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient pour qu'on l'adopte à l'unanimité? Je vous remercie. Nous allons parler d'un établissement qui est important sur notre ville, hein, donc l'EDEF, et donc c'est Madame Gourin qui va nous parler d'un projet très intéressant d'inclusion des jeunes accueillis à l'EDEF dans les structures municipales et la mise en place d'une convention de coopération avec la mairie. En effet, le service passerelle de l'EDEF, dans le cadre de sa démarche d'inclusion dans les structures municipales, a sollicité le secteur jeunesse pour pouvoir accueillir les jeunes dans la structure les mercredis et les vacances scolaires. Comme vous l'avez vu, les modalités de cette collaboration sont formalisées au sein d'une convention de coopération. Il est demandé aujourd'hui au conseil municipal d'approuver les termes de la convention entre l'EDEF et la commune et d'autoriser le maire à la signer, ainsi que tout autre document s'y rapportant. Merci. Y a-t-il des interventions sur ce partenariat avec l'EDEF? Oui, Madame Lebrun. Donc là encore, donc nous nous réjouissons de voir ce projet travailler depuis quelques mois, fin 2019, début 2020. Donc avec les services jeunesse et l'EDEF, donc de pouvoir enfin voir le jour. Merci, effectivement. C'est une vraie réponse pour des publics en difficulté qui sont accueillis dans cet établissement, hein, et ça permet une ouverture sur la commune, mais sur l'intégration, l'insertion, l'inclusion dans nos écoles. Je vous remercie. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Donc il vous reste en termes d'information à prendre connaissance du bilan de la gestion déléguée. Et s'il n'y a pas de commentaires sur ce bilan, je vous invite à noter la date du prochain conseil municipal qui sera le 14 décembre prochain. Hein, et je vous remercie effectivement de votre présence et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous remercie.